Bonjour, amis de l'écologie humaine. Aujourd'hui, on suit Hugo Paul dans ses aventures qui lui ont permis à chaque étape de mieux comprendre comment faire tribu. Son histoire en quelques mots. À 23 ans, Hugo Paul parcourt l'Europe pour s'immerger dans des communautés aussi diverses que des monastères, des peuples autochtones ou des écoles alternatives pour comprendre comment les humains parviennent à vivre et agir ensemble. Et il en a sorti un livre, 2 ans plus tard, aux éditions Erol, intitulé sans surprise Faire tribu. Un manuel à la fois théorique et pratique qu'on a adoré et que l'on vous conseille avec force. Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Bonjour Hugo Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pouvez-vous commencer par nous dire qui vous êtes en quelques mots? Je m'appelle Hugo Paul, j'ai 27 ans et mon métier, c'est d'être explorateur de communautés. J'ai la chance de aller m'immerger dans plein de communautés différentes, que ce soit des monastères, des peuples premiers ou encore des écoles dans la forêt. Avec à chaque fois un objectif, je dirais même, je pense, une obsession, c'est comprendre comment mieux faire ensemble, comment mieux vivre ensemble afin d'essayer de répondre aux enjeux de notre époque. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir explorateur de communauté? C'est quand même pas banal. En fait, moi, j'étais, assez rapidement marqué par les enjeux environnementaux. À mes 18 ans, pour, simplement faire face, à la peur que j'avais face aux enjeux de notre époque, j'ai décidé d'agir et dans l'action, en fait, j'ai essayé plein de choses. En fait, pendant 5 années d'engagement, au travers de toutes ces différentes initiatives, qu'elles soient, académiques, politiques, citoyennes, économiques, plus j'avançais, plus je comprenais que qu'on parle d'enjeux écologiques, mais aussi parce que je pense qu'ils sont étroitement liés, d'enjeux géopolitiques, d'enjeux technologiques, d'enjeux sociaux. On parle avant tout d'enjeux de collectif et au même moment, je me rendais compte de cette, importance du collectif pour notre capacité à transformer les choses, à répondre aux enjeux de notre époque. Bah, je me rendais compte que, moi, j'étais incapable de faire ensemble. En fait, qu'à ce moment-là, j'avais 23 ans, on m'avait jamais appris à faire avec l'autre. On nous apprend très, très peu à collaborer, à coopérer avec l'autre. J'ai donc voulu aller comprendre à mes 23 ans, me dire: «Mais si on m'a pas appris à faire avec l'autre, bah, je vais peut-être l'apprendre dès maintenant» et la chance que j'ai, c'est qu'il y a encore dans le monde, notamment en Europe, de nombreuses communautés, de nombreux collectifs qui perpétuent ce modèle de faire ensemble, cet art de faire ensemble. Et c'est comme ça qu'a débuté cette grande exploration où pendant 1 an, en 2023, j'ai commencé à aller m'immerger 2 semaines, 3 semaines, parfois plus d'un mois dans des collectifs pour comprendre comment ils faisaient ensemble. Et pourquoi avoir employé ces termes de faire tribu? Moi, il y a quelque chose qui me marque aujourd'hui, c'est qu'on en a une véritable crise du nous. Il y a 10 millions de Français qui se sentent seuls en France. Notre empathie, elle a baissé de 40 en 30 ans. Il y a 78 des Français qui pensent qu'on ne se méfie jamais assez d'autrui. Enfin, je pourrais en sortir des dizaines des chiffres comme ça. Et c'est ces chiffres-là qui montrent bien à quel point on est de plus en plus dans une incapacité à coopérer. Et donc, souvent, quand il y a incapacité, il y a parfois peur de faire avec l'autre. On sent bien qu'il y a une méfiance de l'autre. Et donc, je me suis dit, mais quel terme aujourd'hui qui parle de collectif est le terme le plus universel possible et qui a la connotation la plus positive. Et donc à chaque fois que j'étais dans les endroits, je testais différents mots de collectif, que ce soit collectif, communauté, équipe, tribu. Et le mot tribu, à chaque fois, les personnes, quand je leur parlais de tribu, il y avait une sorte d'étincelle qui se mettait dans leur visage. Et là, je me suis dit, je pense que je tiens quelque chose. Comment est-ce que vous avez choisi les communautés ou apprendre à faire tribu justement? Comment avez-vous débuté cette exploration? Cette exploration, je la faisais aussi pour moi avant tout et de me dire: «Si je veux transmettre la capacité à faire ensemble, j'ai déjà besoin de le vivre», de faire ces premières étapes en même temps que je les partage. Et donc, je me suis dit: «Il faut que je vive dans les collectifs» et donc j'avais 3 critères. Il fallait que ce soit des collectifs dans lesquels je peux être un membre à part entière. C'est-à-dire que je ne devais pas être à côté de la communauté pour comprendre comment la communauté vivait. Il fallait que je sois vraiment en plein dans la communauté. Le deuxième point, c'est qu'il fallait que je puisse au moins vivre 3 semaines. Et puis le troisième critère, c'était qu'il fallait que je puisse pouvoir le partager. Et donc avec ces 3 critères, je me suis dit: «D'accord, maintenant quelles sont les communautés que j'ai envie d'aller voir?» Et j'ai structuré cette, exploration en fait en 3 grandes étapes. Une première grande étape qui était le retour aux sources. En fait, je me suis dit: «On fait communauté depuis la nuit des temps, on fait collectif depuis la nuit des temps.
Est-ce que j'ai pas à apprendre de ces collectifs qui perpétuent cet art de faire ensemble? Et c'est là où je suis allé voir ce monastère, en effet, de l'abbaye de Lérins, qui est un monastère sur une île, l'île de Saint-Honorat, en face de Cannes, sur lequel il y a des moines depuis le IVe siècle. Et ils suivent une règle, la règle de Saint-Benoît, qui a été écrite au VIe siècle. Bah, je pense que eux, ils avaient beaucoup de choses à nous apprendre. Ensuite, je suis allé dans une autre communauté, qui est la communauté Vipassana, qui est une communauté de méditation reliée au bouddhisme, où là, il faut s'asseoir pendant 10 jours. 10 jours, on médite de 4 heures jusqu'à 22 heures. Et là, moi, je suis allé essayer de comprendre comment on pouvait faire ensemble au travers un rite initiatique. En fait, j'ai compris que pour se connecter à l'autre, on peut avant tout d'abord se connecter à soi et c'est quelque chose qui est étroitement lié. Ensuite, dans ce premier chapitre, je suis allé voir une dernière communauté qui sont les Samis. Les Samis, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. Ils vivent au nord de la Norvège, Suède et Finlande et un tout petit bout de la Russie. Et c'est un peuple traditionnellement basé sur l'élevage de rennes et puis sur la pêche. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec des artistes, puis avec une famille d'éleveurs de rennes. Ça, c'était le premier chapitre. Ensuite, il y a eu un deuxième chapitre que moi j'ai appelé «Au-delà des frontières». En fait, je me suis dit: «Notre monde, il bouge et donc notre capacité, notre manière de faire ensemble, elle bouge aussi». Et donc, quelles sont les communautés qui sont en train de bouger? Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au refuge solidaire, le refuge qui accueille chaque année des milliers de personnes en situation d'exil, hein, puisque aujourd'hui, les différentes migrations, qu'elles soient climatiques, économiques, et géopolitiques, ce sont, des enjeux qui vont redéfinir notre capacité à faire ensemble. Donc je voulais aller explorer ce sujet-là. Je suis allé voir une super communauté qui s'appelle la Rencontre des Sphères. Là, c'était pour moi l'un des sujets les plus prenants, c'est comment on fait ensemble avec la diversité. Et donc dans cette, expérience un peu hors du commun, il y avait, autour de cette communauté, à la fois des jeunes de la PJJ et de l'ASE, donc des jeunes qui ont, voilà, un parcours, plus ou moins carcéral et qui se retrouvaient avec des jeunes, engagés, parfois de grandes écoles et on voyait comment on pouvait réunir des mondes complètement différents et ça au travers d'un outil qui est génial, qui est universel et c'est la musique. C'était une formidable immersion et puis, ensuite, il y a eu un dernier chapitre qui était, en fait, comment on apprend à faire ensemble. Parce qu'il n'existe pas des écoles du collectif comme je les appelle. Dans le livre, j'en partage 2. Je partage le scoutisme, comment, au travers des mouvements scouts, on apprend à faire ensemble et puis, une formidable école qui s'appelle l'Alma Forest School, qui est une école dans la forêt, tout au sud de l'Espagne, près de Gibraltar. En fait, pour moi, cette exploration, elle est avant tout dans le quotidien. Et j'ai la chance de pouvoir intervenir beaucoup aujourd'hui dans des entreprises, dans des assos, dans des écoles. Et en fait, je me rends compte à quel point notre quotidien, il est fait de collectifs. Et que certes, ces communautés un peu hors de notre commun, elles peuvent être des sources d'inspiration pour nous relier à notre capacité à faire ensemble. Mais que avant tout, que ce soit dans le cercle familial, dans le cercle professionnel, dans le cercle personnel, il y a énormément aussi d'inspiration. Et retoucher à ça, ça peut être cette étincelle-là qui va nous redonner après cet élan. Alors dites-nous, comment faire tribu? Qu'avez-vous découvert à ce sujet? Souvent, je dis que, faire ensemble, faire tribu, c'est pas une science, c'est un art. En fait, une science, on met A plus B, on va obtenir C à chaque fois. Bah, le collectif, ça fonctionne pas comme ça. Alors un collectif, l'art de faire tribu, c'est vraiment un art et comme un art, il y a pas de règles pour faire un beau tableau, une belle musique, un beau dessin. Mais par contre, il y a quelques principes. Des principes qui vont nous aider à, tirer le beau trait au bon moment, mettre la bonne note en la suite de la note précédente et donc moi, ces principes, c'est vraiment ce qui me passionne. Essayer de comprendre, non pas des règles toutes faites, parce que j'y crois absolument pas, mais aller comprendre ces principes. Et moi, il y a un principe qui m'a particulièrement marqué et qui se vérifie à chaque immersion, et c'est un principe qui a vraiment remis en cause la notion de collectif que j'avais initialement. La notion de collectif initialement que j'avais, c'était plus il y a de personnes dans un collectif, plus on va avoir d'impact. Et donc, il faut accueillir le plus de monde possible. Et en fait, plus j'ai avancé dans mes immersions, plus j'ai compris l'importance de la membrane dans un collectif. Savoir qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Et que comme chaque cellule chez les êtres vivants a une membrane, eh bien, chaque collectif a aussi sa membrane. Et que cette membrane-là, comme la membrane de chaque cellule, eh bien, elle va permettre de protéger, mais aussi d'échanger. Et si on file un peu cette métaphore du vivant, dans le vivant, on a ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre qu'on a chez les êtres vivants. Dans un collectif, il y a aussi cette forme d'homéostasie. Et je pense qu'on le sent lorsqu'une personne arrive dans un nouveau collectif, ou lorsqu'une personne part dans notre collectif, on peut sentir à quel point cela vient déstabiliser le collectif et qu'il va falloir du temps pour retrouver ensuite cette homéostasie. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de vivre et de rencontrer de nombreux collectifs où, pour plein de raisons, cette membrane-là, elle n'était pas bien définie, ou alors on voulait accueillir plein de gens, ou des gens pouvaient partir et rentrer à n'importe quel moment. Et du coup, cette homéostasie, elle était jamais là. D'où l'importance, en fait, de bien définir sa membrane et définir des moments d'entrée, définir des moments de sortie pour essayer d'atteindre le plus facilement possible, le plus rapidement possible et surtout tenir le plus longtemps possible cette homéostasie. Moi, il y a une expression qui marque beaucoup, c'est celle de Barack Obama qui dit: «Si tout le monde est la famille,
personne n'est la famille. Et en fait, je pense qu'il y a un peu de ça dans les collectifs et de savoir, au travers de sa membrane, dire: «Mais qui en appartient et qui n'appartient pas à ce collectif?» et bah, ça va permettre de créer ce sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, c'est absolument pas pour moi quelque chose qui vient exclure. La force pour moi d'un collectif, c'est d'avoir une vision et une mission très claires. La vision, c'est le monde qu'on veut voir advenir et la mission, c'est la manière de le faire advenir. Et si ça c'est pas bien défini, vous pouvez avoir dans votre collectif des personnes qui ont la même vision. Ils veulent avoir le même monde, mais avec des missions complètement différentes. Et c'est comme si on voulait avoir la même direction, mais qu'on prenait des chemins différents. Bah, si vous prenez des chemins différents, c'est compliqué de faire ensemble. Moi, c'est notamment quelque chose que j'ai appris chez les moines de l'abbaye de Lérins, c'est de savoir bien définir cette vision et cette mission, et de dire, en fait, si on a la même vision, mais qu'on n'a pas la même mission, bah, peut-être que c'est mieux que vous ayez dans d'autres collectifs et donc de vous mettre en lien et c'est là où on fait véritablement écosystème, de vous mettre en lien avec d'autres collectifs qui vont avoir la même vision que vous, qui vont avoir des missions différentes, mais qui pour autant vont, bah, en fait, vous servir à la même cause et donc chez les moines, c'est exactement ce qui se passe. J'étais assez étonné et ça, c'est franchement une anecdote que j'aime bien partager parce que faut comprendre que dans ce monastère-là, la moyenne d'âge, elle est plutôt de 70 ans. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui du collectif pour, avoir des nouveaux moines, des nouvelles personnes qui s'y engagent. Et pourtant, au fur et à mesure de mon immersion, j'ai compris au travers de discussions que ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des personnes qui avaient commencé à faire ce processus-là. Il faut 5 ans pour faire le processus d'entrée au sein du monastère. Et qu'au cours de ce processus-là, en fait, les moines avaient incité le jeune à aller plutôt vers d'autres collectifs. Et notamment par une phrase qui m'a marqué, c'est qu'on ne rentre pas dans un monastère pour trouver une famille. En fait, la mission du monastère, c'est la règle de saint Benoît, ora et labora, prier et travailler. Et pour eux, c'est vraiment une conviction forte. C'est leur mode de vie. Et si les personnes viennent pour autre chose que ça, si leur but c'était d'avoir cette vision, peut-être la vision du monastère, on peut la résumer en disant que c'est créer un monde fraternel et relié à Dieu, ben, il y a plein de manières de contribuer à cette vision-là. On peut certes être moine, mais on peut aussi être prêtre, on peut fonder une association catholique ou non, on peut fonder une famille sur ces valeurs-là. Il y a plein de manières de le faire. Et là où j'ai trouvé ça très fort, c'est qu'ils n'acceptent dans leur collectif que les personnes qui ont à la fois la vision et la mission. Et elle les éjecte pas. Elle va les mettre en lien avec d'autres communautés qui agissent pour ce même monde-là. Et ça, je pense que si on arrive, notamment dans le mouvement écologique, à réussir à avoir ça, que certaines associations travaillent en écosystème, pourquoi pas avec des services publics, avec des entreprises qui bossent pour cette même vision, mais qui ont des missions différentes, et à réussir à travailler en écosystème main dans la main pour avoir des personnes dont la mission personnelle est pleinement reliée à la mission du collectif, alors là, je pense qu'on aura un alignement qui donnera toute la puissance au mouvement. Hugo Paul, pensez-vous qu'il soit aussi possible de faire tribu au travail? Sur cette notion du travail, est-ce qu'on peut faire tribu au travail? Moi, j'ai la chance de pouvoir intervenir. En fait, 80 de mes interventions, elles se passent en entreprise. Et au travers de ces interventions, mais aussi de mes immersions, j'ai compris que, alors tout d'abord, la notion d'engagement, elle est subjective. C'est-à-dire que chaque personne a sa propre notion d'engagement et certaines formes de notions d'engagement ne vont pas parler à certains et vont en parler à d'autres. Et donc ça, c'est important déjà de se décentré par rapport à ça veut dire quoi être engagé pour un collectif. Par exemple, ça va être la personne qui va gérer l'organisation de tel truc, etc. Et en fait, dans un collectif, par exemple, on met peu en avant les personnes qui vont prendre le temps de créer du lien entre les gens, qui vont prendre le temps de juste être à l'écoute. Et pour autant, cet engagement-là de juste être une présence d'écoute, mais si on enlève ça à un collectif, le collectif n'existe plus. Et donc, avant de répondre complètement à la question dans le travail, simplement, c'était pour moi un warning de mettre c'est quoi l'engagement dans un collectif et déjà de savoir valoriser ces différentes formes d'engagement, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but d'un collectif, c'est pas de rassembler des personnes, c'est de réussir à les engager. Parce que si vous rassemblez plein de personnes, mais qu'aucune d'entre elles ne donne du temps, de l'énergie, des ressources, de la bonne volonté, alors impossible de répondre à l'objectif commun. Donc le but d'une communauté, le but d'un collectif, c'est véritablement d'engager. Maintenant, comment on arrive à engager? J'ai eu la chance notamment de rencontrer, Picard, Cœur Sincère. Picard Cœur Sincère, c'est, le responsable de la transmission chez les compagnons. Son travail, c'est de veiller à ce que la transmission chez les compagnons du devoir reste la même de génération en génération. Sachant que les compagnons du devoir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu, c'est souvent celles et ceux qu'on appelle les meilleurs ouvriers de France. C'est un organisme de formation, en fait, qui forme depuis, des siècles des, ouvriers, tout type de travaux ouvriers et ils forment chaque année 10 000 jeunes de 15 à 25 ans. Il y a 3 grands piliers chez les compagnons du devoir. Le premier, c'est l'apprentissage, apprendre en faisant.
Le deuxième, c'est la vie en communauté. Les jeunes vivent dans des maisons compagnoniques. Et puis le troisième, et c'est assez connu, c'est ce qu'on appelle le voyage, parce qu'il y a le Tour de France. Donc les compagnons, pour apprendre, ils vont de maison compagnonique en maison compagnonique pour apprendre auprès d'autres compagnons. Et c'est pour moi vraiment une énorme inspiration pour l'engagement, parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces jeunes-là, qui font ce processus de compagnon du devoir, sont des jeunes qui se forment à des métiers qui, en général, ont 2 à 3 ans de formation, mais que chez les compagnons, ils en font 6 à 8 années. Et que c'est pas 6 à 8 années où ils sont les doigts en éventail, c'est 6 à 8 années où ils sont en apprentissage toute la journée. Le soir, de 20h à 22h, ils ont des cours. Le samedi, ils ont des cours toute la journée. Donc bref, c'est des années d'apprentissage extrêmement intenses. Et je me suis dit, mais eux, ils ont forcément des choses à nous apprendre sur leur notion d'engagement. Et donc, je parlais avec Picard Cœur Sincère, et puis il m'expliquait qu'en fait, il y avait toujours 3 dimensions d'engagement. Les 3 dimensions de l'engagement, c'est SAM, c'est s'engager pour soi, s'engager pour l'autre et s'engager pour le monde. En fait, dans les communautés dans lesquelles je suis allé, et notamment chez les compagnons de devoir, on a besoin de nourrir ces 3 dimensions, le soi, l'autre et le monde, pour aller nourrir son engagement. On s'engage toujours pour soi. Si on s'engage et qu'on donne du temps quelque part, on va toujours chercher quelque chose personnellement. Ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'argent, ça peut être des liens, ça peut être n'importe quoi, mais on y va toujours chercher quelque chose. Et le grand levier pour un collectif, c'est d'aider la personne, d'aider chaque membre à mettre le doigt là-dessus. C'est quoi la chose pour laquelle toi tu t'engages? Qu'est-ce que tu viens chercher dans cet espace collectif? Et il y a des personnes qui vont savoir facilement le faire, mais il y a des personnes qui vont devoir être accompagnées. Ensuite, le deuxième point, c'est l'engagement pour l'autre. C'est la notion d'interdépendance. En fait, on fait collectif que parce qu'on est interdépendant. Et donc, c'est hyper important dans un collectif de créer cette notion d'interdépendance, de se dire, je m'engage pas uniquement pour le collectif, mais je m'engage aussi pour l'autre. Et donc ça passe par 2 choses. La première, c'est du lien. Par exemple, les boîtes familiales, c'est un super exemple. Dans les boîtes familiales, des fois, on va faire cette petite heure supplémentaire, on va faire cette tâche qu'on n'a pas forcément envie, parce que à côté, c'est notre cousin ou derrière, c'est notre père, notre mère, qu'importe. Mais on s'engage aussi parce qu'il y a un lien plus fort et on s'engage pas uniquement pour le collectif, mais on s'engage pour l'autre. Donc ça, c'est le lien. Et ce qui va aussi aider à cet engagement pour l'autre, c'est structurellement d'avoir de l'interdépendance. Comment vous pouvez faire pour que les rôles que vous avez dans votre collectif, vous sentez que en fait, moi, je peux faire ma compta que parce que derrière il y a du marketing, parce que derrière il y a aussi l'équipe IT. Et de relier ça dans un monde de plus en plus fragmenté où les équipes sont de plus en plus silotées, montrer cette interdépendance-là, que ce soit au travers de Vie ma vie, donc des instants où on vit la journée de l'autre, ou dans des moments où on a des travaux d'équipe dans lesquels on va faire travailler vraiment main dans la main ces 2 équipes. C'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on ne peut pas travailler avec l'autre si on ne comprend pas l'autre et on ne peut pas comprendre l'autre si on ne passe pas du temps avec lui. Et donc on a besoin de cette interdépendance-là. Et enfin, le dernier point, c'est l'engagement pour le monde. Et là, dans tous les collectifs dans lesquels je suis allé, on s'engage toujours pour quelque chose de plus grand que soi, pour quelque chose qui nous dépasse. Et de marteler pour une entreprise, une asso ou qu'importe, mais chaque tribu, quelle est sa cathédrale et se dire voilà, c'est ce à quoi on contribue. C'est quelque chose qui est essentiel parce que je peux vous dire qu'on ne travaille pas de la même manière si on casse des cailloux pour simplement casser des cailloux, on casse des cailloux pour simplement nourrir sa famille, ou si on casse des cailloux pour construire une cathédrale. Je peux vous dire que ça change tout. C'est là pour moi ce triptyque du soi, du l'autre et du monde que symbolise très bien la devise des compagnons du devoir, ni se servir, ni s'asservir, mais servir. Ni se servir, pas s'engager que pour soi, ni s'asservir, ne pas s'engager que pour l'autre, mais servir. Servir de manière globale avec le soi, l'autre et le monde. Quelles sont les compétences nécessaires pour réussir à faire tribu? Dans l'évolution de l'être humain, c'est notre capacité à faire ensemble qui nous a permis d'évoluer et pour le meilleur ou pour le pire, de prendre le dessus sur la plupart des espèces. C'est notre capacité de coopération qui a fait ça. Donc ça, c'est vraiment en nous. De toute façon, c'est assez simple. À partir de 18 mois, on commence à avoir des gestes coopératifs chez l'être humain. 18 mois, c'est fou. Il commence à avoir de la création d'empathie. Un bébé peut ressentir de la tristesse si un autre bébé ressent de la tristesse. C'est quand même fabuleux de voir à quel point nous sommes des êtres sociaux. Et donc, on a ça en nous. Ça, c'est quelque chose, toutes les personnes qui ont peur de faire ensemble, qui ont peur de mal faire, sachez, c'est en vous. Et donc, n'ayez pas peur, ça va bien le faire. Ensuite, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que même si c'est en nous, c'est un muscle. Ce qui a été prouvé par des études scientifiques, c'est que moins on fait ensemble, plus on a peur de l'autre. Plus on a peur de l'autre, moins on fait ensemble parce qu'on est moins connecté à l'autre. Et donc, comme aujourd'hui, on est dans un système où on fait de moins en moins avec l'autre, eh bien, moi, il y a plein de personnes qui se disent, OK, bon, en fait, je me sens seul, etc. Et du coup, je vais tout de suite me mettre dans plein d'assauts, faire plein de travail collectif, etc. Sauf que ça, en fait, aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un qui n'avait pas couru depuis 10 ans se dire, OK, demain, je cours un marathon. Ça ne fonctionne pas. Et donc, si on est dans des espaces de solitude, ou si vous voyez des personnes dans des espaces de solitude, et notamment si on prend le monde du travail, le nombre de personnes qui mangent seules, c'est quand même affolant. Et donc,
Si vous voyez des personnes qui sont seules, essayez d'y aller pas à pas aussi. Ne les faites pas courir un marathon dès le lendemain. Et notamment, moi, il y a quand même un truc qui m'a marqué. C'est une étude scientifique que j'ai lue récemment qui expliquait que dire bonjour une fois par semaine à des étrangers, ça multipliait par 3 notre capacité à pouvoir ressentir du bonheur. C'est quand même assez fou de se dire ça. Et donc, dites simplement bonjour aux gens. Même si vous les connaissez pas, dites bonjour. Comment vous allez? Des phrases toutes simples. Mais ça, c'est déjà l'échauffement pour après ensuite courir le marathon. Et ensuite, si on parle de compétences, de soft skills, pour moi, il y a un soft skill, si on doit vraiment prendre ce terme-là, c'est celui de l'empathie. Dans un monde dans lequel on est amené de plus en plus à travailler avec des gens différents de nous, grâce à cette merveilleuse chose de l'interculturalité et à ce mélange de cultures qui est juste magnifique et qui est une grande richesse, mais ça demande aussi de savoir travailler avec ce mélange de cultures, d'histoires, de visions du monde. Et pour ça, en fait, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Et l'empathie, c'est ça. L'empathie, c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre. Et pour ça, il faut s'exercer. Et notamment, c'est des exercices qui sont parfois très techniques, dans le sens où, en fait, c'est simplement se mettre en groupe et réussir à se connecter à l'autre et à comprendre sa vision du monde, son bagage culturel. Et donc ça, c'est dans le côté technique. Mais il y a le côté aussi, pour moi, très spirituel, qui est en fait comment j'arrive à me connecter à l'être humain que cette personne est. Une approche peut avoir de l'empathie. C'est un terme que j'explique dans le livre qui est le terme d'irénisme. L'irénisme, c'est se focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et je pense que c'est quelque chose de plus en plus important dans un monde qui se fragmente, de se dire, mais toutes ces personnes qui sont autour de moi, avant d'aller me focaliser sur ce que j'ai envie de voir, ce qui va me diviser, est-ce que je peux pas mettre de l'importance sur tout ce qui me rassemble avec elles? Et c'est ça ensuite qui va faire le lien, qui va nous permettre ensuite de pouvoir cultiver nos différences. Vous avez vécu dans de nombreux collectifs, Hugo Paul. Dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'on se sent immédiatement inclus, ou exclu d'ailleurs, d'une communauté humaine? L'accueil, pour moi, c'est le moment assez symbolique, mais aussi, si on parle en termes d'efficacité de collectif, assez stratégique pour faire ensemble. Tout simplement parce que, d'abord, on peut faire qu'une seule fois une première bonne impression. On peut tous et toutes se remémorer le moment où on est arrivé dans un nouveau quartier, dans une nouvelle équipe, dans sa belle famille, qu'importe. Mais ce moment-là, il est si précieux parce que c'est là où on va avoir les premières connexions du lien et on sait à quel point ça peut être important. Mais ce qui est aussi fabuleux dans l'accueil, c'est que la personne qui arrive dans un collectif, c'est jamais simple. Il y a toujours ce stress-là. Est-ce que je vais être accueilli? Est-ce que je vais être accepté dans ce collectif? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, on a été fait pour être en groupe et qu'aujourd'hui, être rejeté d'un groupe, pour notre cerveau, c'est la même chose que de se recevoir un coin de table. On a été fait pour tout faire pour être accepté dans un groupe. Donc, notre cerveau nous dit et nous incite à être accepté et non pas être exclu. Et donc, c'est normal qu'il y ait toujours ce stress-là. Et donc, pour un collectif, c'est pas annihiler ce stress, parce qu'il est impossible à annihiler, mais tout faire pour que ce soit le plus simple. Et pour que ce soit le plus simple, il faut que la personne, elle se sente attendue. On peut se remémorer aussi à quel point lorsque on arrive dans un endroit, sentir que la personne ou les personnes, elles nous attendent, en fait, ça change tout la dynamique, parce que ça veut dire que on a pensé à nous, on est déjà reconnu au sein du groupe. Et cette notion ensuite de confiance, de sécurité, elle peut se créer beaucoup plus facilement dans l'accueil. Parlons jeunesse quelques minutes ensemble. Comment peut-elle aider à transformer le monde aujourd'hui? Je crois fondamentalement au pouvoir de la jeunesse pour changer les choses. Mais au-delà de donner cette place à la jeunesse, je pense qu'il faut donner de la place aux liens entre les générations. Tout le monde aimerait avoir du temps avec les autres générations. Et sincèrement, je le trouve dans toutes les générations. Même si on peut avoir parfois des retentissements tant par les plus vieilles générations qui disent ah, les jeunes, c'est tous des fainéants, et par les plus jeunes qui vont dire ok, boomer. Mais malgré ça, quand on le met dans des espaces intergénérationnels, alors il se crée des belles choses lorsqu'on donne le cadre où chaque génération, mais de manière générale, chaque être se sent légitime et à sa place. Et donner la place à chaque génération, c'est pour moi en fait aujourd'hui le défi. Parce que en fait, dans les transformations du monde dont on a besoin de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir, mais non pas que des jeunes, mais de chaque génération, c'est de savoir tout autant être relié à sa génération qu'aux autres générations. Et ce que je remarque et de ce que je lis, nos générations se raccourcissent. Et donc, dans ce rétrécissement, il faut encore plus créer des liens là. La chance qu'on a, c'est qu'on devient tous des traits d'union de génération. Hugo Paul, avez-vous un dernier message pour nos auditeurs? Si il y avait un dernier message, ce serait pour les personnes qui se sentent plus ou moins seules, de commencer cette petite échauffement, à aller voir des personnes, aller voir son voisin, aller voir sa voisine, mais d'aller faire ce qu'on appelle le prétexte de la rencontre.
Le prétexte de la rencontre, c'est, quelque chose de tout simple qui va nous aider à rencontrer l'autre. C'est tout simplement le bonjour à la boulangère, aller voir son voisin et savoir, est-ce que vous avez besoin d'aide pendant les vacances? Parce que si vous partez, vous pouvez me le dire, moi je peux être vigilant, je suis ici. Tout ça, c'est des prétextes de rencontre. Donc comment vous pouvez créer des prétextes de rencontre dans chaque collectif dans lequel vous voulez être, que ce soit, le collectif professionnel, personnel, familial. Merci Hugo Paul d'avoir partagé avec nous ces expériences si belles et importantes aussi, humainement parlant. Merci de nous inciter à entrer en relation, à créer des prétextes de rencontre avec ceux qui nous entourent pour exercer ce muscle que l'on a parfois trop mis en veille, notre capacité à faire tribu. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt donc.